Salut les amis, bienvenue sur l'arrière-plan pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une saga cultissime. Une saga qui est née en 1954 et qui compte aujourd'hui plus de 30 films. Alors comme vous l'aurez compris, je vais vous parler aujourd'hui de Godzilla. Godzilla, c'est une saga qui est énorme, qui compte plus de 30 films et qui a débuté en 1954. Et c'est une saga, un monstre que j'aime particulièrement. Alors déjà parce que je suis quand même assez fan de films de monstres, et que celui-ci en particulier a une certaine importance. C'est un monstre qui est assez impactant sur l'aspect visuel, avec un visuel qui est quand même très réussi, et aussi sur l'aspect thématique, sur les thèmes qu'il aborde, et sur la signification derrière le monstre, et surtout à propos du premier film. C'est une saga qui a inventé et révolutionné le genre Kaiju-Ega. Kaiju-Ega, ça veut dire littéralement film de monstres. C'est des films de monstres, souvent des gros monstres, et vous en connaissez quelques-uns, notamment des récents, par exemple Pacific Rim ou encore Cloverfield, qui sont des films de Kaiju-Ega. Mais c'est vraiment Godzilla qui a apporté le genre et qui derrière a été suivi par pas mal de suites et d'autres films dérivés de ce type là. Alors la vidéo sera découpée en deux parties. Une partie que l'on verra plus tard dans une seconde vidéo qui parlera du film de 2014 de Gareth Edwards, donc le Godzilla, le remake américain, un des plus récents. Il y en a eu deux en fait, les deux plus récents, et qui font partie d'un univers, le Monsterverse, qui a été créé pour accueillir tout un tas de films de monstres et notamment King Kong. Et Godzilla. Mais avant de rentrer dans le détail de ces derniers films-là, et pour bien comprendre un peu tout ça, il faut remonter un peu aux origines, donc au premier film, et dans cette vidéo, nous allons parler du tout premier, sorti en 1954. Nous allons donc remonter un petit peu le temps. Nous sommes donc en 1954 où Godzilla va sortir, réalisé par Ishiro Honda. Honda qui est un grand ami de Kurosawa, le très célèbre cinéaste à qui l'on doit notamment des films cultes comme par exemple Les 7 Samouraïs. Il a donc débuté comme ce dernier en tant qu'assistant du cinéaste Kajiro Yamamoto, et il va alterner pendant de nombreuses années entre les plateaux de tournage et l'armée dans laquelle il sera engagé plusieurs fois. Il sera d'ailleurs capturé par l'armée nationale révolutionnaire de Chine, qui ne le libérera qu'à la fin de la guerre, et finira par rentrer qu'en 1946, où il découvrira un Hiroshima dévasté. Quelques années plus tard, le Japon est encore ruiné et partiellement ravagé. La population se remet mal du choc de la guerre, la première qu'ils ont perdue en plus de 7 siècles. En 1952, la fin officielle de l'occupation US va avoir un énorme impact, notamment culturel. Elle va permettre d'aborder des sujets plus tabous et de manière beaucoup plus libre. Filmer la guerre et évoquer l'arme atomique devient alors possible. Et cette année-là ressort le King Kong de 1933, réalisé par Shosaki Cooper, un véritable chef-d'œuvre du film de monstre qui a marqué le genre pour les années à venir et influencé énormément les prochains films de ce type-là. Cette ressortie sera un véritable succès. Tomoyuki Tanaka, producteur au sein de la Toho, va avoir l'idée de réaliser un film de monstre et de surfer sur ce succès. Et la légende raconte que Tanaka a eu l'idée du film, les prémices en fait de Godzilla, en rentrant en avion à Tokyo et en regardant la mer et en se demandant qu'est-ce qui pourrait bien vivre là-dessous. Seulement le producteur n'a pas vraiment l'idée du scénario et n'arrive pas à développer cette idée-là. Il a juste envie de surfer sur le succès, d'avoir son film de monstre, mais ça ne décolle pas forcément. Peu de temps après, le double traumatisme d'Hiroshima et Nagasaki refait surface après que les Américains aient fait des tests nucléaires
nucléaire dans l'atoll du Bikini et est impacté un navire de pêche de 22 matelots qui vont être touchés et blessés, et l'un d'entre eux finira même par mourir quelques temps après. Ces 22 rescapés deviendront de véritables symboles du mouvement anti-nucléaire au Japon, et la Toho s'apprête à devenir un véritable porte-parole de ce mouvement-là à travers son nouveau film. À partir de ce moment-là, la phase préparatoire va un peu commencer, et ils vont essayer d'imaginer un petit peu à quoi va ressembler cette bestiole-là. Et c'est là qu'ils imaginent une bestiole qui est un peu hybride, à la fois un mélange entre un gorille et une baleine, quelque chose, une bestiole qui se rapprocherait un petit peu d'un King Kong, donc sous l'influence de ce film-là qui a beaucoup marqué les esprits. Il commence donc à avoir une idée un peu plus précise du monstre, en référence donc à sa taille, sa force et ses origines aquatiques. Et c'est alors que naît le nom de Gojira, contraction de deux mots, Gorirae et Kujira, qui veut dire en fait baleine et gorille, et donc c'est là qu'est vraiment né le nom officiel du film. Et oui, parce qu'il s'appelle finalement Gojira là-bas au Japon, et encore aujourd'hui c'est le cas. Nous on le connaît sous le nom de Godzilla parce que finalement quelques années plus tard, les Américains, quand ils ont voulu distribuer le film, ils l'ont un petit peu adapté, ils ont refait un peu leur montage à leur sauce, en incluant d'ailleurs un personnage américain dedans, ils ont un peu américanisé l'histoire, et c'est donc à ce moment-là qu'ils l'ont appelé Godzilla et pas Gojira, et d'ailleurs le film s'appellera Godzilla King of the Monsters, un peu comme le dernier film qui est sorti au cinéma il y a quelques mois. Et c'est à partir de là que les prémices du film de Kaiju commencent à se dessiner. Un film de monstres, des monstres géants, des films catastrophes, on a un peu tous les ingrédients qui commencent à se former. Le kaiju est en fait vu plus comme une force de la nature à laquelle l'homme est un peu impuissant plutôt qu'une véritable force du mal. Les thématiques commencent un petit peu à se construire. Mais alors de quoi va être fait le scénario et de quoi va parler le film? Eh bien si vous n'avez pas vu le film, je conseille fortement de le regarder parce que c'est un film qui même aujourd'hui a encore beaucoup d'impact. Godzilla finalement c'est l'histoire d'un monstre qui sera réveillé par des explosions atomiques et qui va venir commencer par ravager quelques bateaux, en référence d'ailleurs à l'accident de l'atoll du Bikini dont je parlais un peu plus tôt, et qui derrière va venir attaquer Tokyo, le Japon qui va essayer de se défendre face à cette force de la nature. Godzilla est un véritable film emblématique du traumatisme d'après-guerre au Japon. Il y a la peur du nucléaire, il y a ce Godzilla qui est atomique, qui est envahisseur, qui est destructeur, qui est invincible. Une autre thématique aussi, un autre sens intéressant, c'est le fait que Godzilla représente un petit peu la nature. La nature qui réagit parce que l'homme est allé un peu trop loin, et donc elle vient un petit peu nous corriger parce qu'on a dépassé un peu les bornes, quoi. C'est donc un film qui a une résonance complètement intemporelle, c'est un film qui passe très bien aujourd'hui, et même si les effets, on va en parler juste après, ont un petit peu vieilli, c'est un film dont les thématiques restent toujours aujourd'hui très fortes. Et quand on le regarde aujourd'hui, on peut pas s'empêcher de se poser des questions sur ces thématiques, sur notre comportement et sur les différentes dérives qui amènent à ce genre d'extrémité. Et c'est pour ça que Godzilla est un film de monstre complètement à part, surtout le premier film, parce qu'il va avoir une dimension bien plus forte que celle du simple film catastrophe, du simple film de genre. Et si le film est toujours aussi impactant aujourd'hui, ce n'est pas que par ses thématiques, c'est parce qu'aussi il se laisse très bien regarder aujourd'hui visuellement, parce que technologiquement il a fait fort, et je vais vous en parler un petit peu plus. Et oui, pour réaliser Godzilla, techniquement il a fallu se bouger. Le film était un véritable challenge technique malgré le fait que la Toho ait mis un budget assez important. C'était au final le budget le plus important pour un film japonais jamais produit, de 62 millions de yens. En effet, la Toho voulait que le film sorte quand même assez vite, il y avait beaucoup d'argent en jeu, peu de temps qui ont été alloués aux équipes pour le réaliser, et donc un énorme challenge derrière pour arriver à avoir un film qui soit derrière crédible. À la base, le film a voulu être fait un peu à la manière de King Kong, en stop motion. Le stop motion, c'est de l'animation image par image, où il y a encore des films qui sont faits comme ça aujourd'hui. Par exemple, vous pouvez prendre l'excellent Kubo et l'armure magique que je vous conseille énormément. Et donc ce sont des marionnettes, des décors qui sont animés image par image pour donner à la fin une illusion de mouvement. Finalement cette technique était quand même assez onéreuse et la Toho n'a pas accordé aux équipes le fait d'utiliser cette technologie-là. Par manque de temps et aussi pour pas y accorder le budget qui était demandé. Mais alors le mec qui va venir rendre cet univers quand même vivant en trouvant d'autres solutions, c'est Eiji Tsuburaya, le responsable des effets spéciaux, qui va lui apporter une nouvelle solution, c'est celle de dire on va prendre un mec et on va le mettre dans un costume. Les équipes se mettent donc au travail. Le sculpteur Teizo Toshimitsu et le directeur artistique Akira Watanabe créent donc le costume sous la direction de Tsuburaya. Il sera fait de latex, fil de fer, tiges de bambou ou encore de mailles pour au final peser entre 100 et 150 kg.
C'était une vraie masse le truc. Et au final, un véritable calvaire à porter et à utiliser, si bien que le cascadeur prévu à l'époque, le cascadeur expérimenté de 42 ans, Katsumi Tezuka, ne pouvait pas l'utiliser, n'arrivait pas à l'enfiler et à rester à l'intérieur. Et donc il a fini par léguer son rôle au jeune cascadeur Haruo Nakajima, qui lui va finalement réussir à porter ce costume. Mais ce sera finalement assez compliqué. Il n'arrivera pas à y rester plus de quelques minutes à l'intérieur. Il est fait complètement chaud, avec des pics à plus de 50 degrés, c'est irrespirable, c'est super lourd, c'est difficile à manipuler, bref, c'est très compliqué. En plus, le tournage se déroule en plein été. En effet, la production n'a pas voulu reporter le tournage parce qu'il y avait des délais qui étaient à respecter, comme d'habitude, avec beaucoup d'argent en jeu et de grosses attentes, et donc il fallait tourner ça en plein été, sous ce costume complètement insoutenable. Mais ils vont finalement quand même trouver une solution à ce problème. Ils vont apporter sur le plateau des énormes blocs de glace dans lesquels pourra se reposer l'acteur entre les prises. Non, c'est pas une blague. Bon, pour le coup, finalement, tout ça, c'est pas très écolo, mais bon, il fallait arriver à trouver une solution pour arriver à tourner tout ça, malgré les circonstances. Mais finalement, si Godzilla est bien la star du film, le cascadeur Nakajima ne sera pas crédité. En effet, le directeur des effets spéciaux Tsuburaya tient à garder secret toutes les techniques de fabrication, et donc le cascadeur ainsi que l'équipe technique, une partie de l'équipe technique, ne sera reconnue que bien plus tard. Un autre point important du film, un point marquant, c'est la musique. Le thème de Godzilla est quand même assez connu et marquant dans l'histoire du cinéma. D'ailleurs, son compositeur Akira Ifukube est lui aussi un grand ami de Kurosawa, avec qui il a collaboré sur de nombreux films. Et pour ce thème-là, pour le thème du film, notamment le thème principal, il est écrit qu'il a quand même pas mal galéré. Comme pour l'équipe technique du film, c'était aussi assez compliqué de réaliser la musique et de trouver le bon ton. Et mais encore plus difficile, un autre challenge pour lui, c'était de trouver le cri de Godzilla. Le cri emblématique que tout le monde connaît, et qui restait le même du début à la fin, pendant les 30 et quelques épisodes, avec juste quelques variantes. Notamment dans les deux derniers films, le cri a énormément changé, mais au final, ça reste le cri de base. En effet, les équipes techniques ont repris le cri, ont demandé le cri à la Toho, le cri original, et l'ont un peu transformé pour le moderniser et aboutir au cri que l'on connaît aujourd'hui. Et pour trouver l'idée originale, il y a eu énormément de tests, mais il n'était jamais satisfait. Le compositeur de la musique, qui a aussi trouvé le cri de Godzilla, a chargé de nombreuses techniques, et finalement c'était jamais assez grave. Et donc il a eu l'idée d'une contrebasse, mais pas juste frotter simplement ses doigts sur une contrebasse, non. Il a eu l'idée un peu plus poussée, il a essayé de chercher des choses un peu alambiquées pour trouver un cri qui était vraiment unique, qui était retentissant et qui était propre à Godzilla et qui allait vraiment coller avec le personnage que l'on voit à l'écran. Et finalement, c'est avec un mélange un peu fou qu'il a fini par le trouver. C'est en frottant un gant de cuir couvert de résine sur une corde de contrebasse et en jouant un petit peu sur la réverbération qu'il a fini par obtenir le cri emblématique. Un cri qui finalement fait quand même assez froid dans le dos, et on le voit lors de nombreuses scènes, notamment lors de scènes importantes de destruction où on voit les gens fuir dans tous les sens. D'ailleurs, la plupart des gens que l'on voit fuir dans ces scènes, ce sont des figurants qui ont vécu la guerre. La plupart des gens de l'équipe technique, et notamment ces figurants-là, ont vécu la guerre, ont vécu les bombardements, et ça se ressent énormément à l'écran. Ici, les figurants vont réagir de manière beaucoup plus réaliste. Ils vont pas, comme la plupart des films de monstres, notamment à l'époque, fuir un peu dans tous les sens et crier de manière hystérique et complètement exagérée. A priori, en tout cas tel que c'est raconté, beaucoup plus proche de la réalité, puisque c'est des gens qui ont vraiment vécu un traumatisme similaire. Et encore une fois, c'était le but du film. C'était le but du film d'apporter une comparaison, un réalisme qui se rapproche de cette ambiance de guerre, de destruction, qui a été vécue par le Japon mais il n'y a pas si longtemps que ça. Il s'agissait vraiment de rendre à l'écran ce traumatisme qui était encore frais pour le pays. Allez, petite anecdote supplémentaire, une qui vient prouver encore une fois que le réalisme était vraiment quelque chose d'important pour le film. L'armée que l'on voit qui est présente dans le film et qui riposte contre Godzilla, qui essaie de le maîtriser, c'est vraiment les soldats de l'armée japonaise qui sont présents. Finalement, l'ambiance sur le plateau avait quelque chose d'assez immersif, d'assez prenant. Et ça se ressent énormément sur le film, même en le regardant aujourd'hui, avec ses différentes techniques, avec ce Godzilla gigantesque et finalement réel, avec ces personnes qui ont vraiment vécu ce genre de situation, au final on a quelque chose qui est très percutant. Et tout ça, ça semble très bien grâce à un scénario qui est très ingénieux, avec au premier plan ce film catastrophe, ce mélange de divertissement, de films un peu d'horreur, de peur et de films de monstres, et derrière donc ce film d'auteur aux thématiques assez fortes et aussi assez engagé finalement pour l'époque. Un résultat très marquant qui ne manquera pas de nous convaincre encore aujourd'hui.
aujourd'hui. Le film sera finalement un énorme succès avec plus de 9 millions d'entrées et permettra à la Toho de prospérer et derrière de créer plusieurs suites ou remakes qui sont, on va dire, plus ou moins heureuses. Sans rentrer dans les détails parce que c'est pas le but de cette vidéo, il y en aura peut-être une plus tard sur le sujet, il y a eu de nombreux cycles avec Godzilla, de nombreuses périodes qui correspondent à différentes époques. On le voit sur les couleurs, on le voit sur les thématiques, des thématiques plus ou moins, on va dire, plutôt légères sur la suite, qui même des fois virent complètement au nanar. Il y aura finalement de tout dans cette saga, pour finalement arriver en 2014 avec le film de Gareth Edwards, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Alors ce n'est pas le dernier bien sûr, il y a un épisode ultime qui est sorti il y a quelques mois, qui est la suite directe de celui de 2014, et j'en parlerai aussi brièvement dans la vidéo, mais celui qui m'intéresse, c'est vraiment le remake, le nouveau remake américain de Gareth Edwards, qui fait vraiment écho à ce premier film de 1954, donc on a vraiment une espèce de sorte de boucle dont je parlerai dans le prochain épisode. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et même de mettre des commentaires. Si vous souhaitez en savoir plus sur Godzilla, rentrer un peu plus dans les détails, alors il y a énormément d'articles sur le net, il y a beaucoup de bouquins, mais je vous conseille entre autres un hors-série qui est très sympa, qui est sorti il y a quelques mois, celui de Mad Movies, qui va rentrer beaucoup dans les détails et expliquer finalement le détail de ce mythe originel, celui de 1954, mais aussi de toutes ces suites, de tous les cycles de ce dont je parlais. Il y a aussi au même moment un hors-série qui est sorti de l'écran fantastique, qui est très sympathique, et donc Longload, je vous les conseille, enfin, ils sont super, et peut-être que vous pourrez encore les trouver aujourd'hui. Voilà, merci à tous, bye bye. 今からおよそ200万年前、前世を極めた時代、それがどうして今回我が国の近海に現れたかの点でありますが、もし水爆実験が続けて行われるとしたら、ゴジラの盗塁がまた世界のどこかに現れてくるかもしれない。